l'année dernière, en 2019, en tant que militante féministe, donc, on avait créé ce qu'on appelait le carré féministe sur la place de la République. Et ce que nous avions fait, c'est justement sensibiliser les jeunes. Il y avait des jeunes qui venaient nous parler et on leur faisait montrer que le code de la famille les impactait aussi, même s'ils étaient hommes. Et j'avais donné juste un exemple de l'héritage où un jeune, je lui avais dit, tu te maries, tu as 2 filles, est-ce que tu sais que si t'arrive quelque chose, si tu décèdes, tes filles, elles sont obligées de partager leur héritage avec les cousins, les oncles? Il l'ignorait complètement. Et là, le jeune était complètement sidéré, en me disant, non mais c'est pas possible, c'est ça le code de la famille? J'ai dit, oui, c'est ça. J'ai dit, est-ce que tu sais que moi j'ai eu un cousin qui était de mère française, donc vivant en Algérie, la maison appartenait à la maman française, les 2 garçons n'avaient pas le droit d'hériter la maison, parce qu'elle était chrétienne. Et ça, les gens l'ignorent. Non, c'est l'inverse. Comment ça, c'est l'inverse? C'est des chrétiens qui n'ont pas le droit d'hériter des musulmans. Ah non, justement, ils ont bluffé. Je te dis, écoute. Les gens, ils sont musulmans, ils leur ont dit, vous nous ramenez... Non, c'est les chrétiens qui n'ont pas le droit d'hériter des musulmans. Les non-musulmans, les non-musulmans, les athées n'ont pas le droit d'hériter. Ça, je non, les non-musulmans ne peuvent pas hériter des musulmans. Non, mais c'est aberrant. Dans tous les cas, c'est absurde. C'est absurde. C'est juste au niveau de la loi, ils ont eu. Ils n'avaient pas le droit d'hériter de leur mère chrétienne. Ils se sont fait avoir. Non, ils se sont fait avoir, ça je ne sais pas. Non, c'est leur mère, ils héritent. C'est les musulmans qui... C'est les non-musulmans qui n'héritent pas des musulmans. Nous, on a eu ce cas-là, c'est dans la famille. Hein, oui, ça, donc voilà, c'est ça que je disais qu'il faut sensibiliser les jeunes, les hommes, par rapport au code de la famille, de tout ce qui se passe. Voilà, comme quoi ils sont impactés. Il n'y a pas que la femme, c'est pas un code. Certes, c'est des lois qui ont été faites contre les femmes, mais ça impacte toute la société civile. Comme à Aqil-Awared, on a été pour d'autres raisons en faire une démarche et puis en discuter avec un grand responsable. On lui a dit, imaginez que. Il m'a dit oui, mais moi je vais mettre tout ce que j'ai au nom de mes filles. Oui. J'ai dit, mais là vous êtes jeune. Vous rentrez ce soir, vous avez une crise cardiaque. Quand vous voulez tricher, changez les lois. Et vos filles seront tranquilles. Et nos filles aussi. Et nous-mêmes. Voilà, bien sûr. Il y a des familles qui font les actes terminés. Et il y a des femmes qui ont été obligées des femmes, des épouses. Sinon, elles sortaient de chez leur mari, alors peut-être qu'elles ont des épouses étrangères qui ont été obligées, depuis le trafic, elles ont déclaré se convertir à l'islam pour avoir le droit de rester dans la maison de son mari et d'hériter de... C'est les non-musulmans. Oui, c'est absurde, mais c'est pour ça qu'on dit, nous, il faut que les lois ne soient pas inspirées de la religion. C'est évident. Voilà, c'est tout. On demande, comme toutes les autres lois qui régissent l'Algérie, les Algériens. Alors, moi j'ai eu souvent des débats houleux avec des islamistes sur des plateaux. Et elle te dit, oui, mais la Constitution, l'article 2 dit. Alors je leur dis, c'est pas vous qui disiez ni Constitution, ni Qanoun, Coran. Oui, alors la Constitution ne vous concerne pas. Et puis comment une Constitution peut avoir une religion? Comment un État peut-il avoir une religion? Donc, bien sûr qu'il faut sensibiliser, mais surtout conscientiser. Et la conscientisation, il faut un an pour moi. Je suis arrivée à cette conclusion. C'est d'abord les femmes qu'il faut conscientiser. Parce que ce 8 mars, il y avait beaucoup de femmes dans la rue. On était toutes sorties, mais il y avait beaucoup. Il y en a une que j'ai connue le 20 août dernier à Ifri, parce qu'on est allé à Ifri, et elle me colle depuis. Et cette fois, j'ai découvert, non, elle me colle comme ça, je t'aime bien. Non, mais bon, allez. Mais cette fois, elle m'a dit, c'est pas le moment on n'est pas sorti pour demander le droit. J'ai dit, de quel droit tu me parles, toi? Tu parles à ma place, moi. Pour toi, moi aussi, je suis sortie pour ça. C'est le 8 mars. C'était dimanche. Il y avait beaucoup de femmes. Et donc, le problème, c'est aussi la conscientisation, surtout des femmes. Parce que nous, on est fortes quand on est consciente, quand on sait ce qu'on veut, on va jusqu'au bout. Il faut voir les femmes qui sortent. Mais si ces femmes-là, pourquoi moi je suis... Qu'est-ce que ça fait des années qu'on est sur le... qu'on se bat, mais à chaque... Une agression ici. Vous pouvez me dire, ok, bon.
c'est des gens, je ne sais pas avec qui ils se bagarrent. Hey, what the hell is going on? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous expliquer? What's going on? Fermez la porte et puis... On ne peut pas faire ça. Oui, c'est des gens d'ici. C'est difficile. D'ici. C'est difficile. De la salle ici. Merci aux femmes algériennes de poursuivre le combat pour plus de droits, pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes en Algérie. Et vous avez vu que le combat, il date depuis longtemps. Les femmes algériennes se battent contre le code de l'infamie qui réduit quand même les femmes à des citoyennes de seconde zone. Voilà. Merci pour ces femmes, merci pour la mobilisation, merci aussi pour la présence des femmes dans le Hirak. La présence des femmes dans le Hirak est un bouclier pour la Silmiya, c'est un bouclier pour la poursuite de la révolution populaire. Voilà, il n'y aura pas, moi je le pense, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de démocratie en Algérie sans la participation des femmes. Et bravo à ces femmes parce qu'elles ont toujours été à l'avant-garde et elles resteront toujours à l'avant-garde. Voilà, je profite, j'ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur les actions du réseau contre la répression et pour la libération des détenus. Notre réseau, alors, il est né le 23 juin. Et parmi les actions que nous avons menées, comme vous le savez tous, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui viennent à la place de la République, notre réseau il est présent à place de la République où nous faisons un travail de sensibilisation sur les détenus du Hirak auprès de l'opinion. Et nous utilisons comme support à la place de la République notre fameuse cage que certains, je ne sais pas si le son il est bon. Mais c'est pas moi. Voilà, comme je disais, nous avons un support que nous utilisons à Place de la République, c'est la fameuse cage sur laquelle il y a tous les portraits des détenus qui sont actualisés au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est un peu dépassé et par la répression et toutes les arrestations qu'on observe aujourd'hui en Algérie, nous avons fait le choix de laisser ces portraits parce que même pour nous, même s'il y a eu des libérations de détenus, pour nous, ce n'est pas des libérations parce qu'aujourd'hui, il y a de l'harcèlement, il y a des libertés provisoires, il y a de l'harcèlement et les gens qui ont été libérés, ils sont souvent rappelés et harcelés. La cage aussi, elle symbolise pour nous un espace, la prison où sont les détenus du Hirak, et elle est aussi un espace d'expression pour tous nos compatriotes de la diaspora. C'est aussi un espace pour les artistes parce que nous invitons les artistes, les musiciens, les peintres, les comédiens à exprimer leur solidarité avec le peuple algérien. Et depuis les élections, nous avons créé une agora d'échange et de partage. Dans cette agora, il y a un débat sur les détenus, sur la répression et sur l'actualité politique en Algérie. Et bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous présenter encore la suite de nos actions. Maintenant, je donne la parole à Alia Ducos, à qui je vais
demander de se présenter et présenter un peu le travail qu'elle va lui présenter. Voilà. Bonsoir à toutes. C'est bon? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je suis franchement vraiment ravie de voir les jeunes aujourd'hui assister à cette conférence. Parce que c'est principalement à eux que je m'adresse. Je parle du temps un peu passé, et donc c'est vraiment important. Pas tant que ça, quand même. Tout de même. Il semble, en tout cas pour moi, aujourd'hui, il est important de connaître le passé pour comprendre le présent et construire l'avenir. Mon intervention va certainement contenir des redits ou des insuffisances. Je m'en excuse. Mais cette conférence qui se situe autour de la Journée internationale des femmes ne peut commencer sans avoir des pensées à toutes les victimes du terrorisme, de l'obscurantisme et de l'oppression des femmes. Nous aurons une pensée particulière justement à Nabila Djehnin, à Katia Belkana, à Leila Haddad et aux nombreuses, vous savez, beaucoup Amal Zarnoun, elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les citer toutes. Il y a on vient de commémorer les 25 ans d'institutrices qui ont été assassinées devant leurs élèves. C'est une sauvagerie sans nom. Nous ne pouvons aborder les combats d'aujourd'hui sans évoquer les luttes menées par les anciennes. À chaque moment de l'histoire de l'Algérie, les femmes se sont engagées dans la défense de leur terre et de leur pays. De la Kahina au Liya, c'est-à-dire des résistantes, des légendaires à la conquête coloniale, aux combattantes de la lutte de libération nationale, la résistance des femmes n'a jamais cessé pendant les 132 ans de colonisation. Aujourd'hui, on peut dire qu'aucune femme algérienne n'ignore le nom célèbre de la Kahina ou de la Fatma Msoumer. Mais je ne sais pas si nous pouvons dire autant de toutes les pionnières du nationalisme algérien. J'en citerai quelques-unes, et j'espère que nous aurons un jour la possibilité de revenir sur l'apport de ces grandes oubliées. Je vais parler de Fatima Ben Ousmane. Fatima Ben Ousmane est née en 1928. Dès 18 ans, elle a milité au Parti du peuple algérien, le PPA. Arrêtée, torturée après 3 ans de prison, elle reprend ses activités politiques. Trilingue, elle a été la première des Rak-Speakerines algériennes. Alors, l'ORTF, c'est la radio-télévision française. Elle a manifesté pour la démocratie en Algérie, même malade. Elle est morte en mars 1990. Une autre inconnue, Isa Ben Zekri, née aussi en 1928. Elle a fait partie des premières cellules du PPA en 1947. Elle contribue à la création de l'Association des femmes musulmanes algériennes. En 1955, engagée dans la guerre de libération nationale, elle assure le secrétariat du comité central exécutif, milite directement avec Rabban Ramdan, qu'elle épouse dans la clandestinité en 1956. En 1957, ils ont un bébé, Hassan. Le mois suivant, Rabban part pour la Tunisie et il ne l'a plus jamais revu. Bon, il n'a pas été tué en Tunisie, il a été tué au Maroc. Donc il n'a pas vu son fils. Mais il n'a pas vu son fils, non, pas revu. Il est né un mois après sa mort. Disparu. Oui, j'en citerai d'autres, mais Badia Alaouchiche, Nfisa Hamoud, Mamia Cheltouf, Gabi Jiménez, Léla Ribert, toute la famille Laribert, on connaît plus de cette Laribert, et tant d'autres auxquels il faut rendre hommage aujourd'hui. Il me semble important de démontrer la continuité entre les combattantes de la lutte de libération nationale et les femmes qui, aujourd'hui, exigent un état de droit où l'égalité femmes-hommes serait enfin reconnue.
J'aborderai maintenant l'histoire plus récente des femmes dans l'Algérie indépendante à travers des dates marquantes des combats menés. Le FLN s'était engagé dans le congrès de la Soumane en 1956 pour un pays laïque, démocratique et social, et dans la charte de Tripoli en 1960 aussi, à supprimer tous les freins à l'évolution de la femme et à son épanouissement. Il n'en fut rien. Et on a vu alors, autour du statut de la femme, s'opposer les partisans d'une égalité entre femmes et hommes et les conservateurs voulant s'inspirer du droit musulman. Le 8 mars, Journée internationale des femmes, fut déclarée journée officielle de la femme en mars 65 en Algérie. Cette journée est rarement citée dans l'histoire des revendications des femmes. On en parle peut-être un peu mieux de ces derniers temps. Elle a été organisée par la Moudjahida Zhor Zerari, décédée en 2013, et par Hakela Wared. Je fais un coucou à cette camarade de l'UNFA, qui est très malade et à laquelle je souhaite une prompte guérison. Cette manifestation est à mon avis la plus grande manifestation après celle du 11 décembre 1960. Les femmes ayant jugé que les années passées sans que les lois égalitaires ne soient déclarées, ne soient élaborées, elles sont descendues dans les rues en un cortège impressionnant qui traversait tout Alger, du champ de manœuvre au cinéma Majestic à Bab el Oued. Je suis fière, c'était Majestic. Ça s'appelle La classe d'abord, après. Mais je suis fière d'y avoir assisté et je vous assure qu'on n'a pas pu entrer. Quand la queue était encore à Bab el Oued, la salle était pleine, les grilles cassées, c'était absolument incroyable. Alors, il y a des hommes qui criaient un saladar, mais on a eu quand même quelques pétales de rose par des hommes et qui disaient elles ont le voile en poupe. Parce qu'il y avait des femmes voilées, elles ont le voile au vent. Le premier avant-projet est élaboré par une commission mise sur pied au ministère de la Justice par le président Boumediene. Alors que le ministère dément son existence, le texte circule sous le manteau et est publié en 1967 par Fadela Mrabet dans un ouvrage intitulé « Les Algériennes » et il mobilise l'opinion publique. 3 avant-projets de code confidentiels furent déjoués par les fortes mobilisations de militantes. UGTA, c'est les travailleuses algériennes, l'UNJA, c'est la jeunesse algérienne, et l'UNFA, les anciennes moudjahidettes et les collectifs d'avocats. Entre-temps, les conservateurs ne désarmaient pas. Lors du festival panafricain en 1969, un grand spectacle se déroulait place de la Grande Poste. De nombreuses femmes y assistaient avec leurs enfants et les hommes se sont mis à crier « Dar Nsaf Dar ». En 1970, je cite quelques dates qui sont vraiment importantes et qui démontrent la mobilisation incessante des femmes. En 1970, c'est l'usine Sonelec qui a été fermée pendant 3 semaines car les femmes travailleuses ont été lapidées et empêchées de travailler. Il a fallu un cordon de sécurité pour ouvrir l'usine et protéger les femmes. Depuis 1980, une directive ministérielle interdit la sortie du territoire national sans autorisation d'un tuteur mâle. Et c'est un mouvement déclenché par des étudiantes le 8 mars qui en a permis l'annulation. Dès que Chedli accède au pouvoir, les islamistes, qu'on appelait alors frères musulmans ou frérots, ont été utilisés, Rwandilla, mais dans les frérots, ont été utilisés contre les femmes, contre les progressistes et contre le mouvement berbériste à tendance laïque. Les frères musulmans, de plus en plus organisés, agressent les étudiants et les étudiantes dans les universités et les cités universitaires. Les filles en jupe étaient lacérées à coups de rasoir. Les couvre-feux étaient organisés et des piquets se tenaient devant les résidences pour empêcher les sorties des filles. En 1984, le Code de l'infamie
fut adopté en catimini par l'Assemblée populaire nationale. Il institutionnalise l'infériorité de la femme. En 1984, suite à l'adoption du Code de la famille, un réseau fut créé, un réseau femmes sous loi LOIS musulmane, en anglais c'est VLOM, par une sociologue algérienne, Mariam Eli Lucas, un réseau important couvrant de nombreux pays dans plusieurs continents, de l'Afrique à l'Asie, pour soutenir la lutte des femmes régie par des lois dites musulmanes et contribuer à la solidarité internationale. Je profite de cette occasion pour rendre hommage, et je sais que j'ai quelques amis ici qui ont connu une amie américaine, professeure de droit, une militante pionnière des droits des femmes, que nous avons connue justement grâce au VLOM, et qui hélas nous a quittés des suites d'un cancer un peu trop rapidement. Il s'agit de Rhonda Copelone. Elle a été l'avocate qui a soutenu les victimes du terrorisme et qui a porté plainte au nom du RAFD, le Rassemblement algérien des femmes démocrates, et traîné en justice devant une juridiction américaine le fils, le Front islamique du salut, et Anwar Haddam, dans un procès qui est connu aujourd'hui sous le nom de Jane Doe contre le fils et Anwar Haddam. Anwar Haddam qui avait toute l'attitude pour entrer à Maison-Blanche. Et il était aux États-Unis sans visa à l'époque. Il y est maintenant, bien sûr. Et il est américain, il a des enfants là-bas. Revenons à notre histoire. En 1988, le manque de démocratie et de liberté civile, la corruption, en fait, tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, ont été le terreau qui a favorisé l'émergence des démagogues religieux. La contestation est grande, des grèves, des émeutes, des manifestations obligent le pouvoir à changer de constitution et à instaurer le multipartisme. Cette ouverture profite aux islamistes qui fondent en 1989 un parti, le Front islamique du salut, que le président Chadli autorise en contradiction avec la Constitution qui interdit les partis ayant une base religieuse et même une base régionaliste. Le projet d'un État théocratique est ouvertement déclaré. Je citerai une déclaration faite par Anas Madani, alors président du FIS, en 1989. Il est important de vraiment connaître cette déclaration, parce que je trouve que nous retrouvons actuellement un peu la même situation. Nous n'acceptons pas cette démocratie qui permet à un mandataire élu d'être en contradiction avec l'islam, la charia, sa doctrine, ses valeurs. Ali Belhadj, qui se donne aujourd'hui une nouvelle virginité, la démocratie, on ne la reconnaît pas, car la seule source de pouvoir est Allah et non le peuple. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un blasphème. Dans ce cas, il faut tuer les incroyants pour la bonne raison qu'ils veulent substituer leur volonté à la volonté de Dieu. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces discours sur Internet. Le 8 mars 1989, une manifestation est organisée devant l'APN contre le Code de la famille. Toujours en 89, dans une municipalité tenue par le FIS, une pétition signée par 197 personnes demande que 3 femmes dont le mode de vie était jugé inapproprié quittent le quartier. Malgré les menaces, ces femmes indésirables ne bougent pas. Alors, un groupe d'hommes décide de purifier le quartier par le feu. La nuit du 22 juin 1989, ils incendient la maison de O'Marley, une femme divorcée, sans emploi, accusée de prostitution, bien sûr, elle est seule. Son enfant handicapé de 3 ans périt dans l'incendie. 13 hommes sont arrêtés. Les islamistes manifestent en leur faveur. Non seulement ils n'ont pas nié leur crime, mais ils l'ont trouvé justifié.
En 1990, le FIS contrôle un nombre important de municipalités. Les discours contre les femmes sont l'objet de prêches dans bien des mosquées et de bien des imams. Parmi les moins violents, les femmes doivent rester à la maison et laisser les emplois aux jeunes, ou encore les manifestations des femmes contre la violence et l'intolérance, sont les plus grands dangers qui menacent le destin de l'Algérie. Dans les municipalités détenues par le FIS, le programme appliqué était bien défini. Ségrégation sexuelle dans les écoles et dans les bus, exclusion des filles du domaine sportif, obligation du port du voile, etc. De telles pratiques et de telles déclarations confortent les militantes dans leur lutte et continuent leur manifestation le 8 mars, tous les 8 mars, contre le Code de la famille. En 1991, un arrêt constitutionnel annule l'article permettant au conjoint de voter à la place de sa femme. Là, je ne m'attarderai pas sur la décennie noire ou rouge, cette décennie de terreur, d'assassinats ciblés contre les civils, les femmes, les intellectuels. Cette période d'extrême violence que nos jeunes n'ont pas connue et qui fait l'objet actuellement d'un révisionnisme mérite à elle seule un débat. La population résiste, les femmes résistent. Elles résistent quotidiennement en continuant à sortir, à travailler et aussi à militer. En 1995, des associations des 3 pays du Maghreb se regroupent dans un collectif, le collectif 95 Maghreb Égalité. Il sort une publication de 100 mesures pour une codification égalitaire du statut personnel et du code de la famille. En 1999, un meeting des associations féminines se tient à la salle Ibn Khaldoun à Alger pour crier « Non à la Hawra », non au code de la famille et non à l'intégrisme. Depuis le 8 mars 1999, l'association Rassemblement algérien des femmes démocrates, dans des conditions extrêmement difficiles, a marqué cette journée par la remise du prix de la résistance contre l'intégrisme et contre l'oubli. Ensuite, plus de salles, plus de commémorations, et le 8 mars a été travesti et est devenu la journée de la rose. Non, la journée de Chabiazé. Mais vous voyez, franchement, Alger, tous les commerçants vous offrent comme ça la rose. En plastique. Même en plastique, ils vous offrent la rose. En 2001-2002, le terrorisme est militairement vaincu et rejeté par la population. N'oublions pas la constitution de patriotes qui ont payé de leur vie la défense de la population et qui sont tombés dans l'oubli. Cependant, les mentalités ont régressé et au nom d'une moralité religieuse, nous avons vu des descentes punitives à la suite de prêches envers des femmes qu'on qualifie de mauvaises mœurs parce qu'elles travaillent et vivent seules. Ce fut le cas à Ouargla, à Hassan Saoud, à Tébessa. Et en 2003, s'est constituée l'association 20 ans Baraket, 20 ans ça suffit. À Paris, à Alger, à Paris, des associations de femmes ont lancé une vaste campagne d'information et de sensibilisation et réclamé l'abrogation du code de la famille. On ne voulait pas qu'il ait 20 ans, malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Une chanson a été réalisée et un clip aussi vidéo. Tout ça a été réalisé par Aziz Ismati et des artistes bénévoles. Ça a été un formidable outil. Des caravanes ont sillonné la France et les banlieues pour organiser des animations autour du code de la famille et aussi de ses implications en France, dont on ne parle pas souvent. En 2005, évidemment, je saute des étapes pour vous montrer notre mobilisation. Pour la première, notre mobilisation, à toutes, à tous. Pour la première fois en 2005, depuis sa promulgation en 1984, et ceci grâce à une mobilisation incessante, des amendements ont été apportés au Code de la famille. Même si certaines les considèrent comme des mesurettes,
Il constitue néanmoins une avancée. Cependant, c'est vrai, le tutorat est maintenu et il maintient la domination des hommes sur les femmes. Mais je vais vous citer quand même les mesurettes, parce que même ces mesurettes ne sont pas appliquées et elles ne sont pas connues non plus. En cas de divorce, le logement reste à la mère et à ses enfants. C'est faux. Et c'est des parents. Non, j'ai le code de la famille dans le sac. Je l'ai Bon. ramené pour ça. Et c'est là. Tant que les enfants sont mineurs. Cela continue. La femme majeure peut choisir de faire de son choix. On va voir l'application. Alors, la disparition du devoir d'obéissance de l'épouse et la notion du chef de famille. Le mariage est un contrat consensuel. Il faut le consentement des deux époux. Mais ça, c'est pour la femme. Mais les femmes n'utilisent pas leurs propres droits. Ça, tu le sais bien aussi. Possibilité à l'épouse d'intenter une action en divorce. Ça aussi, elles ne le font pas. Ou d'acheter leur divorce au rôle. Mais elles ne le font pas aussi. La polygamie, elle est encadrée, mais elles ne le savent pas. Et surtout, ce qui est important, c'est dans le code de la nationalité, la possibilité à la mère de transmettre sa nationalité à son enfant. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des mères célibataires. C'est évidemment peut-être le seul grand point positif. Le combat continue, je ne le nie pas. Hein. Je suis là avec vous, je suis d'accord, on continue. Le combat pour l'égalité des droits, il est plus que jamais d'actualité. Les femmes représentent la moitié de la société, elles sont travailleuses, docteurs, chercheurs, enseignants, professeurs et même militaires. Je crois qu'il y a deux, je dis général ou généraux? Général. On a des générales. Elles participent par leur présence et leur intelligence au développement du pays. Pourtant, pourquoi sont-elles des citoyennes de seconde zone? Pourquoi entendons-nous à chaque fois que nos voix s'élèvent, comme au Hirak, où notre mobilisation est grande, pourquoi entendons-nous ce n'est pas le moment? Nous répondons, c'est le moment. Nos revendications sont légitimes et elles doivent s'inscrire dans le projet de société d'une Algérie que nous voulons, laïque, démocratique et sociale. L'Algérie ne peut se construire sans des lois civiles et égalitaires pour les femmes. Alors, si vous permettez, je voudrais simplement expliquer ce qu'est la laïcité. La laïcité, ce n'est pas l'athéisme, comme certains le comprennent. C'est la séparation du religieux et du politique. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de conscience. C'est le droit d'être athée aussi. Oui, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Maintenant, le féminisme. Qu'est-ce que le féminisme? Le féminisme, ce n'est pas le combat contre les hommes. Le féminisme s'attaque aux inégalités que vivent les femmes. Il est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales qui cherchent à promouvoir les droits des femmes dans la société civile. Et je vous remercie. Merci. Merci Alia pour cette belle intervention qui retrace le combat des femmes algériennes et aussi toutes les informations données concernant le code de la famille, le combat qui a été mené par les femmes algériennes depuis les années 80. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très très important de rester vigilante, de rester mobilisée pour défendre nos droits, parce que comme on dit, le spectre de l'obscurantisme, des forces obscures, il est toujours là. Alors restons mobilisés et restons vigilantes. Voilà, merci encore Alia. Comme j'ai dit tout à l'heure, je reviendrai sur les actions du réseau. Alors, les actions du réseau,
à Paris, c'est aussi ces rassemblements qui sont organisés. Et les filles... Excusez-moi, vraiment. Est-ce qu'on peut les écouter ou pas? S'il vous plaît. Oui. Non, mais parce que ça parle beaucoup dans la salle. Oui, t'as raison, il faudrait que... Voilà, alors les actions menées par le réseau algérien contre la répression et pour la libération des détenus d'opinion et politique, c'est aussi des rassemblements qui ont commencé le 3 août à l'ambassade d'Algérie, pour demander la libération des détenus et dénoncer la répression et l'arbitraire. Depuis le 14 février, on s'est déplacé parce qu'on a passé une année, tous les vendredis, de 17h à 19h, on est là pour exiger, et pour nous c'est un acte politique, pour exiger la libération de tous les détenus d'opinion et politique, sans aucune exigence, et une libération immédiate et sans aucune condition. Et depuis le 14 février, on s'est déplacé et aujourd'hui, on se rassemble au consulat général à Nation tous les samedis pour permettre qu'il y ait plus de monde parce que avant c'était le vendredi. Aujourd'hui, on se rassemble tous les samedis de 13h à 17h pour la même cause. Nous sommes aussi présents à toutes les actions de l'intercollectif organisé à Place de la République depuis le 22 février. Le réseau aussi parraine un éborgné de Brira. Il s'agit de Lounis Daimouni qui va subir prochainement une intervention en Tunisie pour remplacer son œil perdu après la répression qui s'est abattue contre un peuple et contre une révolution pacifique. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je reviendrai aussi pour vous informer de ce qu'il fait le réseau. Et sans tarder, je passe la parole à Wisha Barté. Wisha Barté, c'est une avocate qui est très investie dans la défense des détenus en Algérie. Les détenus du Hirak et c'est aussi une militante féministe qui a toujours défendu les droits des femmes. Wisha aussi, elle va nous parler de la participation des femmes algériennes au Hirak, voilà, ou à la révolution, c'est comme vous voulez, voilà. La révolution, c'est mieux. Mais Hirak, c'est le prénom. C'est un beau prénom aussi. Moi, je voulais dire merci à l'Alia. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que nos femmes, c'est la mémoire. Nous sommes la mémoire. Et l'Alia, elle a traversé différentes étapes de la lutte des femmes et des Algériens en général. Donc vraiment, je remercie à chaque fois que je la rencontre. Il y a une étape qui me revient, que j'enregistre et que je recherche. Voilà. Ou les enfants. La génération qui est venue après Alia, c'est ça. Et on a mené... Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je suis très jeune, je suis venue juste après. Donc, je vais juste revenir sur ça parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Je voulais juste... à Laouchiche, par exemple, je voulais rappeler que quand même les associations de femmes existent depuis les années 30. Et déjà, il y avait deux associations de femmes, celle issue de la gauche, qui était présidée par Baya Alaouchiche Jourquet et Safia Laribert et d'autres. Il y avait Jamila Khalaf, il me semble aussi, il y avait beaucoup de femmes. Malheureusement, on ne les connaît pas. J'ai appris par hasard dernièrement que Jamila Khalaf a fait l'objet d'une thèse, d'une recherche. J'ai appris par accident, par une copine féministe, que cette femme a fait l'objet d'un travail universitaire
C'est-à-dire que ces femmes-là, moi j'ai lu le livre, on m'a donné le livre qu'a écrit Baya Jourké avant sa mort, et qui retrace l'histoire des femmes depuis le début du XXe siècle, des femmes dans la lutte contre la colonisation, mais surtout aussi les droits des femmes. Moi, ça me fait penser aussi au film qu'avait fait Khaled Galinari sur Safia Laribert, Lucette Hadjari. J'inverse, c'est Lucette Laribert ou Safia Hadjari. Bon, regardez, c'est la même personne. Je me rappelle qu'elle racontait à un moment donné, c'est pour vous dire que les femmes, il n'y a pas que le patriarcat, même les gens de progrès. Je me rappelle à un passage, Lucette racontait qu'elle était à Alger, qu'elle voulait épouser Bachir, mais son premier mari, et quand son père l'a appris, il voulait l'enfermer. Tu te rappelles ce passage? C'est-à-dire que même les communistes, les gens de progrès, mais la femme, c'est oui, progrès, d'accord. D'ailleurs, ça me rappelle aussi des camarades qui maintenant, quand nous, des camarades, hein, moi j'étais au Pax, donc des camarades, d'anciens camarades, quand on parle de laïcité, moi je me rappelle, j'ai été attaquée publiquement sur Facebook par un camarade. Il me dit, tu parles de quelle laïcité? Tu deviens comme les intégristes du fils. Je ne sais pas où il a trouvé le... c'est-à-dire qu'il faut, nous les femmes, nous devrions nous contenter. Il me l'a dit comme ça. Nous devrions nous contenter. On a eu nos droits. Ça suffit. Je me dis, tu vois. Dire qu'on est très loin de l'égalité dans le statut d'être humain, même chez les gens éclairés. Tu parles d'ailleurs maintenant parce qu'ils ne veulent pas de notre statut. Parce que les militantes féministes, c'est quoi en fait? C'est des militantes politiques. Elles sont peut-être. Moi, je me définis comme une militante politique non partisane. Parce que mon combat pour les droits des femmes, il va dans un projet de société. C'est un projet de société égalitaire, moderne, etc. Il ne peut pas être apolitique. Donc, certaines nous disent que notre projet de société les dérange, les islamistes, les conservateurs, etc. Mais les gens de la gauche nous disent aussi, monsieur, alors ils nous ramènent comme si bien sûr, j'ai été éduquée et formée dans un parti communiste. Mais quand tu demandes tes droits, on t'oppose les droits des travailleurs. Mais je suis travailleur aussi, je suis dans tout ça. Mais je suis une femme. Alors je me rappelle qu'à un moment donné, on avait fait la rencontre des anciens du Pax à Alger, on voulait relancer, pas forcément le Pax, mais on voulait se retrouver entre nous. Et on a commencé à faire un plan de travail, et Wahed, il a fait un plan de soirée, de débat. Et je lui ai dit, tu as omis quelque chose. Il m'a dit, moi je veux bien. Je lui ai dit, laisse-moi m'occuper de ça, je fais venir des copines, des camarades. On organise un débat sur les droits des femmes. Ah non. Non, les droits des femmes, quand tu es une femme travailleuse, tu es un travailleur, quand tu es une jeune fille, tu es un jeune, mais tu n'es pas une femme. Quand tu as des qui a un bébé, la charte nationale, tu as le nagda. Mais demandez, si tu demandes tes droits, va au service national. Mais non, avec le mort, ma cache le code de la famille d'abord, j'étais au lycée, des débats de la charte. Sur la charte nationale, j'y croyais. Je croyais qu'il ne fallait pas me définir en tant que femme parce que je suis jeune, lycéenne. Après, je deviendrai travailleuse, etc. Mais à l'époque, il n'y avait ni le code de la famille, ni le fils. Depuis, il y a eu le code de la famille qui a fait de moi une mineure éternelle. Et il y a eu le fils qui m'a considérée comme butin de guerre, qui a considéré les femmes algériennes. Bon, souvenez-vous, les femmes, des dizaines et des centaines de femmes violées et enlevées, c'était des butins de guerre. Benet Parot ou Nissat Parot, donc elles méritaient d'être un butin de guerre. Donc voilà où on en est. Donc c'est dire que le combat va être long et rude. C'est pas gagné, c'est pas parce que. Donc pour le Hera que tu me disais, il faut que je parle du Hera. Mais معليش نولي الكل شانا. Alors moi je vais être honnête, le vendredi 22 février, les quelques jours qui ont suivi, j'étais très contente parce que là ça fait une année, les souvenirs reviennent, je me rappelle des postes que je faisais, je me suis dit ça y est, il est temps, le peuple se réveille et même, mais je le vois. Mais هذيك تاع الجمعة بعد صلاة الجمعة ما خرجتش وخفتها. Je ne vous cache pas, honnêtement, j'ai eu peur. Parce que les dernières années, quand on te dit Ba'd Salat, c'est forcément les autres.
Non, mais c'est vrai, c'est pas... Je ne suis pas en train de fabuler, c'est une vérité. Quand toutes les références, c'était بعد صلاة الظهر يقول لك تلاقى بك الصباح ما يقول لك الصباح بعد صلاة الفجر بعد صلاة الظهر بعد المغرب بعد كذا. C'est-à-dire les références d'Amna. Et quand on te dit un rassemblement بعد صلاة الجمعة, on en a eu. C'était forcément des islamistes qui sortaient des mosquées. Et moi, j'étais inquiète. Je me suis dit, ça y est, les gens commencent à se réveiller à c'était le Bordeaux, etc. Et tout. Ça y est, donc j'ai eu peur. Mais l'après-midi même, quand j'ai commencé à voir des images, j'ai vu des copines. J'ai vu Amina Haddad, j'ai vu Salima Abada. Alors, chez Nekaz. يروح يمد لها خراشي الكاس فوالا من بعد نقول لك ce que je pense de la oui donc je vous dirai ce que je pense de la chirurgie donc faites ce que vous voulez donc moi j'ai vu ces femmes là On ne parle pas de la Sénégal, s'il vous plaît. On est ici là pour pas de... pour les femmes, s'il vous plaît. Mais je vous dirai avec plaisir ce que je pense de la Sénégal, qui paie de l'argent pour les femmes qui portent le djihad. Voilà. Bon, ça donc j'ai vu des femmes et je me suis dit, eh bien, j'ai raté un rendez-vous historique. Évidemment, le 24, il y a eu une marche. Il y avait une marche qui a été, auquel on appelait de certains partis politiques avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, mais je savais que le Jazair, il n'a rien fait le 24, donc c'était, un dimanche, non, un lundi, il me semble, c'était un lundi, je crois, je me rappelle plus, c'était 24 juin. Et là aussi, les gens sont sortis encore plus nombreux, c'est-à-dire que ce qui s'est passé le 22 février, c'est le mur de la peur a été ébranlé. Donc le 24 déjà, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de répression. Moi je sais que le policier m'a vidé le truc lacrymogène au visage. Et le 1er mars, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les femmes, alors là les femmes, ce qu'il faut dire, Samia et Alia ont parlé, Samia a beaucoup parlé du carré féministe. Mais les femmes qui sont sorties le 1er mars, le 8 mars, le 22 mars, etc., et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas les femmes qui traditionnellement sortent pour manifester. Ce n'est pas les femmes qui sortent un vendredi pour manifester. C'est-à-dire que nous, on se connaît, les militantes, soit partisanes, soit féministes, soit syndicalistes, le peu qui reste, et les jeunes qui sont en train, parce qu'il y a des jeunes filles extraordinaires, qui sont en train d'apparaître sur eux. Voilà, une relève extraordinaire. Donc, on se connaît, même les jeunes, on les connaît. On connaît à peu près. Mais ce qu'on a vu, c'est les femmes des quartiers populaires. Et quand tu vois, parce que nous, moi aussi, je suis, si vous voulez, je fais partie des initiatrices, des initiateurs du réseau contre la répression pour les libertés démocratiques et la libération des détenus. Et on les attend, parce qu'on se réunit du côté de Zérout, et on attend les gens de Belgrade, et on se met devant avec notre bon droit. Mais vous voyez les femmes, traditionnellement, ben, parce qu'elle est contrainte, ou la تروح للطبيب ولا تروح لسيدي عبد الرحمن mais ماشي باش تروح دير المانيف. Ben ces femmes-là, elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez des images, vous voyez des endroits, par exemple du côté de la Grande Poste, il y a un groupe de femmes qui sont très fidèles à cet endroit et elles ont leur mot d'ordre et elles crient. Bon, elles ne crient pas toutes comme ça, mais elles sont en train, moi ce que je dis, elles sont en train de pratiquer leur citoyenneté. De fait, dans la rue et avec tout le monde, où personne ne trouve à dire. Bien sûr qu'il y a des réflexions. Et les agressions, on n'a pas seulement agressé les femmes du carré féministe. Moi, personnellement, il y a des images qui ont circulé. Plusieurs vendredis de suite. Mais c'est carrément, il m'a carrément, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui filmait, qui a annoncé la vidéo. Il m'a dit, est-ce que دفعنا معتقلي التسعينات؟ قلت له إلا القتلة، إلا القتلة. التسعينات, est-ce que vous défendez les détenus de 90? J'ai dit, sauf les assassins. جاي ضربني carrément, hein. وانت يا بنت فرنسا ويا العاهرة. Il m'a traité de tous les noms.
Et puis un autre, il m'a dit, moi je les défendrai. J'ai dit, moi je ne vous ai pas posé la question, vous défendez qui vous voulez. Mais moi je pense, il m'a dit, pourquoi vous ne voulez pas les défendre? J'ai dit, sincèrement, je ne crois pas que ce soit une opinion qui est tuée à l'oula, ou la Djaout, ou les 200 000 morts. Donc ceux-là, je ne les défendrai pas. En plus du fait qu'il y en a personne en prison. Ils ont tous été libérés par la loi Ta'arima, ou de la concorde civile, ou de la réconciliation criminelle. Il doit rester quelques-uns, parce que nous, justement, avec Sharifa et Yasmina et Huria, on a assisté à un procès de 2 terroristes, 2 jeunes. Sharifa, après, il m'a dit, lui, Chardoua, ça fait 4 ans ça. Alors, on a assisté, ben, les terroristes, tu les sors, ils nous ont craché dessus. Parce que quand ils ont été condamnés, nous, on a ils nous ont craché dessus alors qu'ils étaient en prison, entre les mains des policiers. C'est pour vous dire que voilà, ces gens-là ne reculent pas, nous non plus d'ailleurs. Hein. Et c'est pas pour rien, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le travail qu'a fait l'Alia, une rétrospective, et on n'en est pas sorti. Parce que nous, vendredi, moi, quand on me note, je ne suis pas dans le carré féministe. Je ne suis pas du tout contre. C'est mes copines, je suis tout le temps. On était aux rencontres ensemble. Je vais les voir pour leur dire bonjour. Je chante un peu marron, parce que je suis souvent dans le carré du réseau. Et je suis aussi, avant le réseau, j'étais dans le carré de la gauche. Moi, je l'appelais le carré rouge. Je sortais avec des... qui était initié par le PSC, mais qui avait tous les gens de gauche qui se retrouvaient dans ce carré. Donc, je suis dans plusieurs carrés. Et puis, je suis, moi, ma conviction, elle est à moi. C'est un combat de société, ce n'est pas un combat pour les femmes. Moi, en m'étendant à l'écart, il me semble que je considère que c'est mon combat. Non. Mon combat, le combat des droits des femmes, de la reconnaissance du statut d'être humain, pour la femme, et sur le plan juridique, social, politique, et économique et tous les plans, c'est un combat de toute la société. Et ma place est dans la société, avec eux, à côté de qu'ils le veuillent ou pas. Moi, ils viennent, ils me disent, les jeunes m'ont défendu, hein. Les jeunes du Hirak m'ont défendu, je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que moi, je me dis, je ne peux pas avancer en tant que femme dans une société complètement aliénée. C'est pour ça que je dis que ma place est dans la société. Je marche à côté d'eux. Tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est un qui a dit, les femmes sont les boucliers. Un jeune, il m'a dit, heureusement que un petit jeune de 18-20 ans, il m'a dit, heureusement que vous embellissez les marches. J'ai dit, mais nous, on n'est pas là pour embellir vos marches. On est là parce qu'on est concernés. Et j'étais un peu déçue, j'étais frustrée parce que je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui pour lui dire, il m'a dit, vous avez trop de droits. Parce que les dernières années, justement, on va revenir à ce code de la famille qui nous a joué tous les tours du monde avec ces pseudo aménagements. À l'époque, on disait des aménagements. Le discours ambiant, y compris chez les femmes, elles te disent on a trop de droits. Le khom'a, c'est quoi? Le khom'a existait dans le code de la famille depuis 84, sauf que les magistrats le refusaient aux femmes presque systématiquement. C'était très rare. Je crois que depuis 2005, ils ont dû recevoir une instruction pour l'appliquer, l'accorder quand la femme le demande. Le khom'a n'est rien d'autre que le rachat de la liberté. C'est un rachat. C'est un statut d'esclave. Tu veux te libérer parce que le divorce reste la volonté unilatérale du mari. On a rappelé en français. Hein. Je vous le laisse aller. Comme ça, elle va voir pourquoi il l'arrache. Il reste encore la volonté unilatérale du mari, mais la femme a le droit au relais. Il existait avant, il n'était pas accordé, maintenant il est accordé systématiquement. Je vais vous dire encore autre chose. Juste la dernière semaine avant le Hira, avant le 22 février, le débat à l'Assemblée nationale, les députés FLN et les députés islamistes étaient d'accord pour retirer le rôle, pour proposer le retrait du rôle du code de la famille parce qu'ils considèrent qu'il portait atteinte pas à l'intégrité, à la dignité de l'homme. Il ne porte pas atteinte à la dignité de la femme. Mais il ne porte pas atteinte. La femme n'a pas de dignité, pour pas en parler.
Mais le khol que nous refusons par principe, parce que c'est un rachat de la liberté, est considéré. Et je vais vous donner une autre information. La majorité des femmes, dont on ne parle pas du tout, assassinées par leurs anciens conjoints, c'est parce que c'est des femmes qui ont demandé le khol. Ils n'acceptent pas cette situation. Ça, c'est des amis qui traitent des affaires d'assassinat, d'épouses, etc., qui me l'ont dit, tu sais, parce que le khol, il est sûr, c'est-à-dire qui fait chintia, tu te permets de me divorcer. Parce que tant l'être qui est différent, qui est le divorce, que la femme demande, est très serré. Il faut des conditions très draconiennes pour l'avoir, impossible de l'avoir. Et on ne l'accorde jamais. Moi, je l'ai obtenu parce qu'il y a un homme qui s'est marié sans l'autorisation de sa femme. J'avais toutes les preuves et les consorts m'ont dit tu ne vas pas l'avoir, elle va te le refuser. Parce qu'il ne s'est pas présenté. J'ai dit si il le refuse, j'enlève cette robe. Il est marié sans l'autorisation, sans informer sa femme. Mais elle m'a accordé. On a eu ce tatler. Tatler, c'est très compliqué. Donc, on a un peu équilibré avec le problème. Et puis, donc, ça veut dire que la femme, quand elle ne peut plus vivre avec cet homme, elle rachète sa liberté. Par contre, lui, quand il veut, il la répudie. Donc, voilà les choses dont tu as parlé. Le tuteur, elle a le choix. Mais c'est scandaleux de dire qu'une majeure a le choix de choisir un tuteur. Si je suis majeure, je n'ai pas besoin de tuteur. C'est ça l'absurde. Mais ça, quand vous le racontez ailleurs, dans les états de droit, on rigole. Comment une majeure va-t-elle choisir si elle a le choix, si elle a la capacité de choisir un tuteur, pourquoi ne signerait-elle son contrat sans tuteur? Et il y a même une brillante juriste algérienne qui est très conciliante, qui dit il n'y a pas de tuteur, c'est un troisième témoin, parce qu'elle le choisit. Mais il s'appelle tuteur, et sous peine de nullité de mariage, si le tuteur n'est pas là pour signer à sa place, d'abord lui au Badriya, et bien le mariage est nul. Donc si avec ça on dit qu'on a eu des acquis, le seul petit acquis, c'est un aménagement pratique pour les femmes qui divorcent, qui avaient la garde de leur... Pour moi c'est ça. Elles avaient la garde des enfants, mais elles n'avaient pas la tutelle sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas décider qu'ils puissent faire du sport, se faire opérer ou voyager avec sa mère. Ça, depuis 2005, on a rajouté à la femme qui obtient la hadana, la wilaya, une sorte de tutelle sur ses enfants. Donc elle n'a plus besoin de signature du mari. Pour moi, c'est le seul acquis, parce que choisir le tuteur, moi je m'en passe. Et en plus, le tuteur, il n'existe pas dans le texte coranique. Donc c'est pour ça que tant que ce code est inspiré, puis Alia disait la polygamie est cadrée. Mais encadrée et cadrée aussi. Mais elle ne devrait pas exister. Et là, voilà, tant qu'on parle encore de polygamie dans un texte de loi, il n'y a pas plus... Après, vous savez ce qu'il dit aussi, le code, il dit, il ne peut pas se marier sans l'autorisation, etc. Mais s'il a consommé le mariage, comme ils disent, s'il a consommé le mariage, il peut le régulariser par une décision de justice. Donc c'est des supercheries très sournoises, comme ça, comme toutes les lois qu'on fait. Donc le code de la famille, tant qu'il est inspiré de la charia, c'est-à-dire l'interprétation la plus rigoureuse, la plus rigide, la plus rétrograde du Coran, et c'est-à-dire un texte d'il y a 15 siècles qui gère des femmes du 21e siècle, je suis désolée, il faut arrêter de dire qu'il y a des avantages. Il n'y a rien à retenir dans le code de la femme. Rien, parce que le principe lui-même, par le principe lui-même, toutes les lois de l'Algérie sont des lois qui sont inspirées, d'ailleurs c'est des copies des codes français qu'on a un peu aménagés, sauf le code de la famille. En réalité, ce n'est pas le code de la famille, c'est le code contre la femme. Parce que l'homme, il est bien. C'est pour ça que les hommes ont du mérite quand ils sont avec nous. Parce qu'ils sont dans une situation très confortable. Quand des hommes sont conscients, ils se mettent à défendre les droits des femmes, eh bien c'est un acquis extraordinaire. Certaines féministes disent non, nos affaires ne nous concernent que nous, on est contre la mixité. Moi non du tout, parce que je continue à dire que c'est un combat
sociétale, c'est la société tout entière qui doit être impliquée. Et je dis souvent, d'ailleurs, pour résumer, que nous ne pouvons pas avancer seuls, ni les femmes seules, ni les hommes. Donc vous n'allez pas avancer sans nous. Donc vous avez intérêt à être à nos côtés parce que voilà, vous ne pouvez pas avancer sans nous. Et les faits sont là. L'Algérie, quand les femmes étaient, les années 90, qui était à l'initiative des grandes marches Malika Aïcha Malika, les marches de 93-94, les femmes étaient à l'initiative, elles étaient au devant des marches, c'est des milliers. Hein? Avec l'UGTA, le PAX, le RCD. Non, l'UGTA était à l'initiative en 90. Non, Malika, je me rappelle bien, j'étais à Alger, Ben Hamouda était contre. Il a rejoint à la fin. L'UGTA peut-être dans son ensemble. Mais Ben Hamouda, il était très énervé. Mais quand on est arrivé au champ de manœuvre, à la place La Force, il a rejoint avec sa délégation, il a pris le devant. Ça pour la première marche, je me rappelle bien, pour la deuxième, je sais. 22 mars 93. Et 93, 93. Donc les femmes étaient, bon, toujours est-il que les femmes étaient à l'avant des marches, et elles étaient des milliers. Et je me rappelle, et je cite toujours cet exemple, que la télévision, une télévision française, je ne sais pas si c'était la 1 ou la 2, a ouvert son 20h en laissant les femmes chanter Jazair, Jazairia, Jazair Mahish Elan, etc. Puis il y avait vraiment des filles, et elles étaient belles en plus. C'est dans les belles, les Algériennes. Et bien il a dit, elles sont toujours, oui. Et il a dit, il a laissé un moment, et puis il a dit, ce n'est pas Rome, ce n'est pas Paris, c'est Alger. C'est les Algériens qui se mobilisent pour l'Algérie. Et c'était ça en fait l'image. Quand les femmes étaient à l'avant de... il a fait dire avec Dalmalek, la peur doit changer de plan. C'est à Oran, à l'enterrement de Alouda, c'est les femmes qui ont fait, dont une de ses amies, je ne me rappelle plus, Malika doit la connaître mieux que moi. Voilà, là, aussi. Donc, elles ont malmené, elle est morte il y a longtemps. Je suis à moi, et bien, peu de temps après, sur le moment, elles ont tellement malmené Damel, qui était Premier ministre, qu'il a dû faire une déclaration sur le champ en disant la peur doit changer de camp, et la peur avait changé de camp. Parce que la peur avait changé de camp, et on les a mis en minorité. Et après, il dit sans lui, vraiment. Donc voilà les patriotes, bien sûr, et justement, d'ailleurs, une grande pensée à Rabia Slami qui a des problèmes de santé terribles, qui n'a pas les moyens de se soigner et qui fait du berkoukis pour survivre. Voilà, ça c'est. Et quand on est allé la dernière fois sur sa tombe, il y a des gens qui ont dit Ndero Aliha. Heureusement que Mokhtar il est là, il était là-bas, il a dit la République, la République doit les prendre en charge. Rabia Aslami, c'est une femme qui a aidé son mari, qui a pris les armes elle aussi. Et maintenant elle est dans une situation, en plus une femme qui n'a pas de garçon. Elle subit le compte de la famille, y compris de sa belle famille, d'une manière terrible. Voilà des femmes qui ont tout donné et qui continuent de subir une injustice terrible. Voilà. Après, bon, moi je pense que je vais m'arrêter parce que je suis plus. On va échanger. Voilà. Oui, le logement du divorce, oui. Alors le logement, la chose qui a changé depuis 2005, c'est que le mari, parce que Melbekeri et Kolo, il y a l'article disait, s'il a un deuxième logement, il le met à la disposition de sa divorcée jusqu'à la majorité des enfants. Quelque chose comme ça. Maintenant, il dit, s'il ne peut pas, lui, il lui paye un loyer. Mais le loyer, il rentre qui m'a la nafaq. C'est entre 5 000 et 10 000 dinars. Allez trouver un logement à 5 000 et 10 000 dinars en Algérie. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, jamais il lui laissera. Moi j'ai connu des cas qui avaient, à l'époque, en 2005, au cabinet, on a vu des cas qui avaient plusieurs logements.
Ou le Qanoun, il l'obligeait à l'époque que s'il avait un autre logement que celui qu'il occupe, il peut le mettre à. Eh bien, il a mis le logement de sa soeur, je mettre des mails d'eau. Voilà. Tant que l'enfant est mineur, à partir de la majorité, elle décide. Non, bien sûr, parce que le logement n'est pas laissé à la femme, mais aux enfants. Dès qu'ils deviennent majeurs, elle sort, elle dit, bravo. Merci pour cette musique. Oui, merci, merci Aïcha pour cette belle intervention. Et voilà, encore une fois, c'est les femmes qui sont les premières victimes. Nous devons encore être vigilantes et rester mobilisées pour nos droits. J'avais dit tout à l'heure que le réseau il mène des actions. Une des actions qui a été menée par le réseau contre la répression et pour la libération des détenus, c'est... Comment? Alors, une des actions qui a été menée par le réseau algérien contre la répression et pour la libération des détenus, c'est aussi l'aide qu'elle a apportée aux familles des détenus dans des moments très difficiles et bien sûr avec nos camarades du réseau algérien contre la répression et pour une liberté démocratique avec lequel on travaille en coordination. Aussi le réseau, il tient une cafette. Une cafette où il y a du thé, il y a du café, il y a des gâteaux qui sont amenés par des femmes bénévoles. Et cet argent, ça nous permet d'aider les familles des détenus et aussi d'aider le réseau. Et par la même occasion, je salue toutes les femmes présentes pour faire vivre le réseau. Soit qu'il neige, il pleut, mais s'il fait froid, elles sont toujours là, présentes pour l'Algérie. Alors un grand bravo pour ces femmes. Merci pour Hayat, pour Fatiha, Nadia, Alia, Samira, Samia et d'autres femmes algériennes qui sont toujours présentes pour nous donner un coup de main et apporter leur aide pour aider le réseau et pour construire la nouvelle Algérie. Alors bravo à ces fahlettes qui sont toujours depuis une année présentes sur la place de la République. Certaines, elles sont là, Nadia, voilà, Doudouche, Nadia, qui sont là depuis une année présentes. Et maintenant, j'ouvre le débat et je donne la parole à la salle et que notre débat soit constructif pour nous toutes et tous. On a décidé que la prise de parole sera de 2 minutes chacun, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps, on peut rester ici jusqu'à 21h, peut-être Samia jusqu'à 21h30. Voilà. Je donne la parole à la salle s'il y a des questions pour les intervenantes, des remarques, rebondir sur ce qui a été dit. Oui, merci beaucoup en tout cas pour les présentations, c'était vraiment très intéressant. Et je voulais poser une question par rapport justement au féminicide. Est-ce que, en fait, il y a eu toute une campagne ici en France par rapport à ça. Est-ce qu'on connaît déjà le nombre? Est-ce que c'est recensé? Comment ça se passe? Est-ce que c'est reconnu déjà comme un voilà, c'est ça, déjà la première étape. Et après, est-ce que c'est recensé? Non, c'est pas encore reconnu, mais heureusement, les féministes parlent de féminicide maintenant à Alger. Mais
mars, on a fait une émission à la chaîne. Il y a une jeune féministe qui a dit, nous sommes à une neuvième. Sans déconne, il doit y avoir 9 par jour. Elle a dit depuis janvier, on est à la 9e. Non, j'exagère pas. Bon, j'exagère un peu, peut-être juste un peu. Mais on ne peut pas avoir le. Moi, je l'apprends par hasard chez les copines, les consoeurs qui travaillent, qui tombent sur des assises comme ça. Mais honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas. Je me rappelle d'une affaire de femme à Alger, à Touba, il y a pas très longtemps, 4 ans comme ça. Une femme a été assassinée par son mari. Il a attendu que ses enfants dorment, il les a enfermés dans leur chambre, il l'a massacré de coups de couteau, il l'a enroulé d'une couverture, il l'a laissé, il est parti, il se trouve à Touba, il habitait à Touba, parce que l'appartement appartenait à sa femme. Elle a hérité de sa grand-mère, veuve de Chahid, etc. Et lui, il est allé se présenter dans un commissariat de son quartier, c'était Mérité. Et à 8 h, le journal Nahar du jour même, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire qu'il est allé chez la police se rendre, mais pas la police du quartier où il habitait, celui de son quartier d'origine. Et apparemment, ils ont arrangé ça, puisque le Nahar du jour même est sorti à la une avec un titre, il l'a tué, il l'a coincé avec, il a attrapé avec un homme ou avec son amant, quelque chose comme ça. Alors la femme était assassinée, et là, ce jour-là, je me rappelle, c'était les travailleurs, parce qu'il y a une Nahar, et les travailleurs de la PC de Cuba qui se sont révoltés, ils voulaient aller vers Nahar, faire de la casse au journal Nahar. Et la mère, à l'époque, c'était une femme, la présidente de la PC, les a calmés, elle leur a dit, vous faites un rassemblement ici, j'appelle les journalistes, et elle m'a appelé, elle m'a dit, informe les militantes pour venir nous soutenir. Voilà, cette femme, on la connaît, c'est une femme très bien, mais comme il était très violent, elle avait l'intention de divorcer. Et donc il lui fait ça, il fait tout un montage. C'est là, on en a beaucoup parlé. Et bien, figurez-vous que, je ne sais pas quelque chose, parce que ma soeur travaille à la PC de Cuba, j'ai rencontré la mère et j'ai dit, j'ose pas demander à la mère, tu sais, elle ne veut pas en parler, elle a honte, parce qu'on a dit qu'elle a trompé son mari. Même si elle ne l'a pas fait, c'est la honte. Donc, on n'en entend pas parler. Une fois, j'ai entendu, vous apprenez des assassinats par des personnes privées. C'est pour ça qu'on a été assassinée par son mari. Elle était dans le coma et les gendarmes n'ont pas voulu l'arrêter. Et il a fallu que les enfants, les fils de ce monsieur, aillent chez les gendarmes. Ils leur disent, si vous ne le prenez pas, on le tue, pour qu'il soit arrêté. Parce qu'ils ont dit, non, peut-être qu'elle va s'en sortir et on va détruire un peu. Qu'est-ce que tu détruis? Et la femme est morte. Et la femme est morte. C'est-à-dire des cas comme ça, on en entend parler comme ça, par bribes, par des personnes, par des avocats. Mais on n'a pas dit. Si en France, il y a eu 150 de janvier jusqu'à récemment, je sais pas, 149, je suis une copine sur Facebook, tous les jours elle dit on en est à. Chez nous, c'est pas possible. Les 2 filles pour lesquelles on a manifesté à Alger il y a 3-4 ans, c'est parce qu'elles ont été assassinées dans la rue. Il y en a une autre qui a été assassinée, c'est ma fille, figurez-vous. Après, une femme qui a été assassinée très tôt le matin dans un arrêt de bus par son ex-mari. Elle allait travailler, elle a 2 enfants. Un ex-mari poignarde sa femme. Mais ils n'ont pas dit, même quand la police est arrivée, ils ont eu du mal à lui enlever le couteau. Ils continuent de la massacrer. Voilà, donc impossible d'avoir le chiffre, parce qu'on n'est pas dans bon, la police donne les chiffres des personnes qui déposent plainte pour coups et blessures, des plaintes qui ne vont pas jusqu'au bout. D'ailleurs, une autre supercherie, c'est les articles, l'amendement du code pénal, Zama, pour pénaliser les violences conjugales, etc. C'est du n'importe. Bon, c'est vrai que, parce que ce n'est pas une loi, beaucoup de gens disent il y a une loi contre les violences faites. On n'a pas de loi contre les violences. C'est le code pénal qui a été amendé dans certains articles, qui a alourdi les peines. Par exemple, quand la femme meurt entre les mains de son mari, il peut être condamné à perpétuité, un maximum, quoi. Mais il n'y a pas de loi. Mais ils ont rajouté, vous savez, vous connaissez l'histoire de la clause du pardon qu'ils ont rajouté dans le code de la famille. C'est une autre absurdité, comme le choix du tuteur. Pire,
Parce que là, il s'agit de violence. Et c'est-à-dire, il y a des lois, un texte qui dit « est puni de temps à temps », mais si là, alors que en pénal, l'action publique continue même quand la victime se retire. C'est un principe juridique général adopté dans le monde entier, même chez nous. Mais quand il s'agit de femmes, quand en plus le pardon c'est une notion morale. Elle n'a rien à faire dans le code pénal. Le code pénal est là pour réprimer, pas pour... Et donc on lui propose déjà, non seulement il y a la pression de la famille, parce que pour qu'une femme aille déposer plainte, quel que soit son niveau, c'est très difficile. C'est pas rentrer dans les mœurs, dans notre culture, qu'une femme aille se plaindre. Parce que depuis qu'on naît, depuis le jour où on naît, les femmes, les filles en Algérie, on nous inculque que la soumission et que si ton frère te frappe, c'est normal, parce que Rabbi, baba qui te c'est normal, amma qui te c'est normal. Alors, je veux encore mieux. Il a tous les droits, c'est ton mari. Si tu as fait quelque chose, tu mérites. On est toujours là à justifier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû faire quelque chose. Donc, va sortir ça, va demander à une femme. Elle est née comme ça et elle continue. Donc, pour aller déposer plainte, et en plus, on lui ajoute cette clause du pardon. Bon, elle peut pardonner après, mais la loi doit faire son travail. Or, chez nous, on a inventé un principe qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, est-ce que la mentalité change? Est-ce que les jeunes changent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence entre... Non, c'est pas le téléphone. Et le violeur qui, s'il épouse la fille, n'est pas puni. C'est elle qui est doublement punie parce que le viol, il est... Mais ça a toujours existé. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant ça existe. Je crois que dans les faits, c'est les mentalités, elles changent. Moi, je vois des jeunes, honnêtement, je vois beaucoup de jeunes qui changent, mais beaucoup d'autres jeunes qui régressent. Tu sais, quand tu as des enfants pareils, tu dis, ils viennent, ils sortent de... C'est des fois qui changent. Moi, au tribunal, il y a une dizaine de jours, on était avec les 56 qui avaient été présentés au procureur, et en même temps, on allait à la salle d'audience où il y avait deux bonhommes qui étaient jugés parce qu'ils ont poussé un policier. Et sa famille, Bainin, d'ailleurs, il m'a dit, madame, Bainin, c'est des islamistes. Et à un moment donné, la salle était petite, la salle de Agarvan est très petite, elle est vite. Et à un moment donné, il y a eu un incident, la juge a levé la séance, elle est partie, il y avait des bruits, on est venu. Je suis rentrée pour demander à mes confrères qu'est-ce qui se passe. Et au moment de sortir, c'était difficile. Il y en a un qui pousse, il me dit, il y a des gens devant moi, et puis il y a des gens qui me... Et il me dit, quand j'ai dit, D'accord. Ça arrive bien. on était là pour défendre leur famille. Ah ouais. Et ils viennent là, ils nous disent, يهضروا لنا بهذيك الطهوره كي كان عندي فلات طهوره الاستاذه وهكذا يهضروا لنا زعما مليح هكذا يسحقونا باسكو pour eux ils savent que nous ils sont persuadés que nous quand on s'engage on s'engage réellement pour défendre les gens contrairement à eux. Mais il m'a dit لو كان جات الدنيا حق ما نهضروش مع الرجال تبعتو قالوا لي pourquoi tu l'as pas giflé? Moi je peux pas gifler. Déjà j'ai mon bras qui fonctionne pas. Mais je peux pas gifler, moi je gifle par la parole. Je suis plus violente verbalement. Le seul langage qu'ils puissent connaître c'est celui-là. C'est pas, j'étais pas fière de moi quoi. Mais tu te rends compte, c'est-à-dire que voilà, et c'était jeune. Ils avaient besoin de nous. Mais il y a d'autres jeunes qui sont extraordinaires. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand Alia parlait, j'ai dit, il faut que je le dise, quand ça y a aussi montré. Le 8 mars de l'année dernière, il y avait plus d'hommes avec des banderoles et des cartons qui soutenaient les femmes que de femmes. Donc ces jeunes-là, c'est des Algériens. Donc ça nous permet d'avoir de l'espoir. Ils sont très nombreux. Ce matin encore, j'ai retrouvé un et je vais retrouver. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont... Et puis nos enfants avec leurs copains, je vois beaucoup de jeunes, il y a une génération de jeunes qui ne font pas,
qui ne sont pas là à penser que les tâches ménagères, c'est elle qui fait. Ils sont là, ils assument tous les deux, ils se partagent tout. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ça existe, il y a les deux. Ben oui, c'est sûr qu'il faut vraiment, le grand devoir, c'est de changer les mentalités. Hein. Ça va être... Et je voudrais quand même dire que dans Place de la République, dans notre Agora, nous sommes pour les détenus, et quand les personnes, certains hommes prennent la parole, ce sont eux qui parlent d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, je trouve ça formidable, c'est très bien, c'est vraiment bien. Très souvent, ce sont eux qui parlent d'une nouvelle société et d'égalité femmes-hommes. Voilà. Le programme que vous avez déjà eu. Alors, notre programme ce soir est le suivant. Nous avons une projection de vidéo sur la participation des femmes algériennes au Hirak, présentée par notre amie Samia Alalo, militante féministe du Fonds méditerranéen pour les femmes. Ah, tu me corriges. Suite à la projection de la vidéo, de tout le travail qui a été fait par les femmes féministes en Algérie, il y aura l'intervention de notre amie Aya Ducos, membre du réseau et militante féministe, qui nous parlera des femmes post-indépendance. Nous aurons aussi l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre amie Aïcha Barté, venue d'Algérie, avocate, très investie dans la défense des détenus du Hirak, membre du réseau algérien contre la répression à Alger et militante féministe. Et nous finirons notre programme par un débat que je souhaiterais riche et respectueux. Nous avons aussi parmi nous notre amie Zahla Aksous, photographe et militante féministe, qui nous fait le plaisir de participer par son exposition intitulée Femmes en mouvement à Paris. C'est ça, Zahla? Femmes en mouvement à Paris. Et par la même occasion, j'invite Zahla à venir nous dire un petit mot. Et je vous invite aussi à regarder l'expo de Zahla qui commence à l'entrée. Et puis Zahla vient nous dire un petit mot rapidement sur ce que tu as fait. Voilà. Bonsoir. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité, parce que le rôle des femmes photographes et sur la question des femmes dans le mouvement, c'est une question qui est toujours c'est pas le moment. Donc, comme toutes les Algériennes, j'allais le dimanche à Place de la République, et là, j'ai fait de très 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 belles rencontres. Avec tous les forums, les femmes, vraiment, elles sont là. Il y a des militantes qu'on voit, à un certain moment, il y a eu une fatigue, donc il y a eu un repli des militantes, parce que c'est quelque chose qu'il faut... Puis je vous vois tous les dimanches, tous les trucs et tout. Et puis il y a des femmes qui viennent, qui discutent, qui sont là, qui prennent pas la parole. Et c'est juste une partie de l'exposition. Voilà, donc je l'ai intitulé Femmes en mouvement, parce que les femmes, elles sont tout le temps en mouvement, même si elles ne prennent pas la parole sur les forums des associations qui organisent leur propre forum. Mais il y a quand même des échanges. Elles ont beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup de choses à dire. Et puis notre place, elle est là où il faut. Surtout qu'on est doublement opprimé par ce pouvoir sur le plan économique, social, et en même temps on est des éternels mineurs, puisqu'il y a un code de la famille qui gère notre vie,
Et puis aussi, il y a des lois civiles. Le droit à l'avortement, par exemple, en Algérie, oui, mais il faut en parler. C'est vrai que nous, on est en France, on peut en parler. Moi, en tant que militante féministe, j'en parle. C'est très difficile, mais il faut qu'un jour la question se pose sur la dépénalisation de l'homosexualité aussi, puisque à République, on a beaucoup d'homosexuels et de lesbiennes algériennes qui viennent, qui disent « Ibn Hawga », mais ils ne peuvent pas poser leurs propres revendications. Donc, effectivement, moi, je pose à travers cette exposition toutes ces revendications sur le droit des femmes, et puis aussi contre toutes les violences machistes et masculines faites aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'alliés, nous les femmes, mais sauf que le pouvoir en place donne des privilèges à des hommes. À un certain moment, ces hommes-là, il faut qu'ils s'organisent. Il faut qu'ils s'organisent en association pour dire on ne veut pas de ces privilèges, parce que le mot d'ordre d'Ibn Hawga, c'est valable pour tout le monde. Et je m'arrête là. Merci Tania et bravo pour cette belle exposition qui retrace un peu la participation des femmes et le mouvement des femmes à la place de la République. Voilà, sans tarder, on va passer à la projection des vidéos et j'invite quand même Samia à nous dire un petit mot sur le travail qui a été fait et de se présenter. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui s'en occupent à l'extérieur. Voilà. En fait, elle, merci beaucoup pour ton partie historique, parce qu'effectivement, c'est là où on voit que les femmes n'ont jamais cessé de revendiquer l'égalité et leurs propres lois. Non, si, c'est que je pense que le mouvement féministe le mouvement féministe algérien a manqué beaucoup de choses. Moi, je pense à l'affaire de... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. La femme qui a été récupérée par sa famille du Canada. L'affaire d'Elila, effectivement. Oui, mais c'est quand même important, puisqu'il y avait tout un mouvement féministe, effectivement, qui ne savait pas, parce que j'ai discuté avec les protagonistes de l'époque, on ne savait pas quoi faire. Ce qu'il faut savoir, effectivement, on vit dans une société qui produit que des violences contre les femmes. Notre première violence, on l'a subie dans notre propre famille. Ah oui, c'est ça. Déjà, les premières violences, on les subit dans notre propre famille. C'est-à-dire le contrôle sur notre corps, qu'est-ce que tu vas faire, tout le reste. Et puis, bien sûr, dès qu'il y a une femme qui prend conscience et qui dit « moi, je veux pas de ça », on va la traiter de folle et tout ce qui s'ensuit. Moi, en tant que militante, effectivement, en Algérie, dans ma propre organisation, même si dans le programme, il y avait l'égalité, tout ce qui s'ensuit, mais on voyait bien que les camarades mecs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont très conscients de leurs privilèges et des outils qu'on leur donne. Et il fallait effectivement se battre contre le frère, contre le père, contre le camarade, contre le prof, Et cette violence, mais elle est vraiment quotidienne et on la vit tout le temps. À un certain moment, je pense qu'il faut vraiment se poser pour dire qu'est-ce qu'on veut, parce que Aïcha, tu dis il faut que les femmes prennent conscience, mais on ne prend pas conscience juste comme ça. Juste pour citer, le comptage des féminicides en France, ça ne s'est pas fait juste comme ça, c'est parce qu'il y a eu 2 militantes journalistes qui ont décidé de faire ce travail. Et je peux vous dire une chose, nous on a compté 158 au 1er janvier en France, mais la préfecture nous dit 120. Et il y a une chose qui est extraordinaire. L'année dernière, le 8 mars, on était à 78 féminicides en France. Aujourd'hui, on est à 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de loi. Pas de moyens, parce que le ministère, il n'en a rien à foutre des féminicides. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un tapage. À un certain moment, maintenant tout le monde sait c'est quoi un féminicide. Tout le monde sait, et toute la problématique aussi, c'est l'accès au droit.
Donc il y a énormément de choses à faire. Et puis je pense aussi, cette fois-ci, il ne faut vraiment pas rater le coche par rapport à plein de choses. C'est très très difficile, surtout qu'on entend, moi j'étais à Béjaïa, j'ai vu des pancartes, des slogans, Dawla Machi Askaria, Machi Deniya, je ne l'ai pas entendu ailleurs, et donc c'est quelque chose quand même de très important. Et en même temps, franchement, on a été interpellés par des femmes qui nous disent vous êtes des féministes, et en même temps, on entend encore aujourd'hui, c'est pas le moment. Mais c'est quand le moment? Donc c'est à nous aussi de dire que c'est le moment et aussi activer dans ce sens. Voilà. Et puis merci vraiment pour cette soirée. Je ne sais pas s'il y a le portrait de Jamila Bouhaired là-bas, je ne sais pas, je ne le vois pas bien, de loin. Je ne sais pas si vous l'avez mis. Oui, il y est. D'accord. Ben moi je retiens juste quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jamila Bouhaired? Attention et attention. Il ne faut pas lâcher. Elle est où? Non, je ne crois pas que c'est Jamila Bouhaired. Elle est plus belle que ça, Jamila Bouhaired. Hein? Bon, bref. Bon, moi je retiens ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, Jamila Bouhaired. Et bon, elle vous a dit, elle a dit à tout le monde, aux femmes et aux hommes, attention et attention. Il faut retenir, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé en Algérie. Il faut garder ce hirak, surtout il faut garder ce hirak. Et par rapport à ce qui s'est passé, bon, on dit les femmes, on sort les femmes, on respecte toutes les femmes. Oui, on respecte les femmes et bon, la révolution, bon, il faut tenir compte que c'est pas fini, on n'est même pas à la moitié de ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, bon, on a le corona, bah, ça va nous arrêter un peu, mais juste il faut rebondir un peu plus fort pour tenir cette révolution debout, surtout avec les femmes. On sait très bien que les femmes, elles sont... C'est le moteur de ce hirak. Et on le reconnaît. Voilà. Ben, juste à retenir les choses qu'elle a dit Jamila Bouhaired. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonsoir. Oui, je passe déjà, je souhaitais vous remercier pour ces très très belles interventions, que ce soit pour l'Alia, qui nous a fait une lecture rétrospective complète. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Je te remercie infiniment. Et vous aussi, Aïcha Barté, merci beaucoup pour cette intervention brillante et pertinente. Voilà. Ma question va être très simple et très claire. Je souhaitais savoir éventuellement, en tout cas ce que vous en pensez, sur quels seraient les leviers réalistes et possibles à utiliser pour, en tout cas sur lesquels on pourrait, les leviers qu'on pourrait actionner pour changer éventuellement les mentalités et éduquer le futur homme, le garçon, sachant que la religion est contre nous, les traditions sont contre nous et l'école aussi est contre nous. Donc comment vous voyez en tout cas les champs d'action possibles pour changer les mentalités? C'est une question, je pense, claire et difficile en même temps. J'en suis consciente. Point de vue, parce que j'ai pas de recette. Je suis militante, je suis une maman, je suis une grand-mère, donc j'essaye de... Oui, alors d'abord commencer nous-mêmes par ne pas reproduire par le système. Souvent, c'est les mamans qui reproduisent le système.
Donc dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, filles et garçons, tenter de ne pas, surtout quand on est consciente, quand on a fait des études, quand on est dehors, quand on travaille, et il faut éviter de reproduire. Les changements de mentalité, ça commence comme ça, et surtout les lois, parce qu'il ne faut pas croire que les lois, ça contribue. Quand vous avez une loi et qu'elle est appliquée, égalitaire, elle est appliquée, regardez la Tunisie, ils sont plus civilisés que les Algériens, c'est la même religion, mais il viendrait à personne de pratiquer la polygamie, parce que c'est interdit. Bon, sur les choses qui ont été acquises, il viendrait aucun Tunisien, c'est rentré, c'est depuis 56, mais ça finit par rentrer dans les têtes que la polygamie c'est criminel, c'est carrément criminel. Donc les lois font changer les mentalités, qu'ils le veuillent ou pas, voilà. L'éducation et la conscientisation, que ce soit chez les femmes, parce que pour moi c'est important, c'est primordial, chez les hommes aussi, dans la société. Après, il n'y a pas de recette. Et puis, quand on dit, voilà ce qu'on nous a dit, entre autres, Meshi Wakto, c'est pas le moment, et c'est des idées importées. Moi, je leur réponds, vous importez le téléphone, la voiture, les foulards. L'islamiste qui m'a dit, c'est des idées importées. J'ai dit, le foulard que vous portez, il est importé. Les lunettes que vous portez sont importées. Eh bien, les idées des Lumières, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr, c'est des idées des Lumières. Le mot révolution, on ne l'a pas inventé, mais on l'adore. Voilà, donc, voilà, en gros, hein, j'ai pas de recette. Mais c'est un combat de tous les jours. Vous savez, si votre fille vous voit vous battre tout le temps pour votre dignité, pour vos droits, vous n'avez pas besoin de lui dire, vous êtes le garçon aussi, s'il vous voit vous comporter avec sa sœur et avec lui de la même façon, nous avons un rôle à jouer, mais bon, nous n'avons pas toutes les clés. Voilà. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont conscientes aussi. Mais c'est ça la c'est vrai que légiférer est une action extrêmement primordiale. Oui, il faut lutter contre les stéréotypes. Oui. C'est ça. Déjà, même ici. Oui. Non, juste tu continues, mais à un moment il faudra conclure. C'est vrai qu'il faut les stéréotypes, il y a un système. Ce nom a cette situation a un nom, ce système. C'est le patriarcat. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Et ça vient avec l'éducation aussi populaire. Et c'est pour ça qu'il nous faudra à chaque fois essayer de parler aux jeunes, de faire des petites conférences, de faire des petits débats, et voilà. Il y a un jeune qui voulait poser une question. Merci beaucoup. Petite question, mais la réponse peut-être elle va tarder. Pour vous, quelle est la solution au bilan plus simple? Quel est le pays le plus parfait dans ce domaine-là, qui est bien pratique? Pardon? Non, un pays qui est l'Arabie saoudite, c'est le pays le plus parfait. Peut-être un pays nordique. Tout court. C'est l'Algérie, نهار اللي يعترفوا بينا باسكو في حالات الجزائر ما كاش مثلهم في العالم. Mais toute la famille, c'est Zahra ici, Donc, officiellement, c'est Zahra ici, l'ami de la femme du président. C'est les lois sur la sécurité sociale. Elles sont anti-femmes aussi, on peut en parler, c'est leur pied des Bon, moi c'est juste un. Ici en 84, elle n'était plus ministre. Non, bon, à l'époque, ce que j'ai entendu. C'est ce que vous avez entendu. Attendez, maintenant, je vais vous dire. FNL, Il n'y a pas beaucoup d'hommes, il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Moi, Bourda-Zironius, j'en étais parmi. D'accord? Non, je ne suis pas là-dedans. Moi, qu'est-ce qui m'interroge depuis un moment, c'est que la nature a horreur du vide. Et ce que nous, on dénonce aujourd'hui, on essaie d'incriminer ce qu'on appelle les courants islamistes, islamistes et compagnie. Ils occupent le terrain. Alors,
il faut choisir l'angle, les différents angles de pouvoir les contrecarrer, pas pour se mettre contre eux, c'est pour qu'on puisse trouver un consensus avec eux. Le fait religieux en Algérie, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Tunisie, du Maroc. Les islamistes sont sur le terrain, ils occupent le terrain. Le fait religieux, il est utilisé par les pseudo-démocrates, il est utilisé par toutes les alliances démocrates et compagnie, utilisé par le gouvernement, par l'état-major, par tous les groupes. On utilise le fait. Il faut qu'on sorte de ce discours. C'est quoi le discours? Il faut juste rappeler une chose. Le 22 février, Cheikh Khoroch contre le Nizam Lyon et contre les violations de la Constitution. Même si on sait tous, en Algérie, il n'y a jamais eu de Constitution. Donc aujourd'hui, il y a un courant islamiste qui se revendique d'une victoire dans le cadre d'une processus démocratique. Alors qu'on sait pertinemment, il y a eu le 5 octobre 88 qui a été volé. Le régime a utilisé le courant islamiste. Je vais vous donner même des détails, madame. D'accord? Pourquoi je vous parle de... Il est pour détourner et pour dévoyer la contestation populaire du 5 octobre 88. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Le Front islamique du salut a été légalisé contre la constitution quand il y a eu la révision constitutionnelle février 89. On a légalisé, pourquoi? On a légalisé des partis parce que le jeu était déjà assuré. Parce que c'était des courants qui sont loyautés, etc. Attaquer les islamistes sous l'angle de la décennie noire, moi je pense que c'est une erreur. Parce que, ce qu'on peut dire, les islamistes sont co-responsables, ce qu'ils appellent le fitna. C'est important ce que je vous dis, fitna. Mais on ne peut pas tomber dans leur piège de parler de la décennie noire. C'est dans le cadre d'un débat politique, d'un débat historique, d'un débat... On peut le lire sous différents angles, ce qui s'est passé là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comme je disais tout à l'heure, la nature a la horreur du vide. Et il faut qu'on arrive à occuper. Il faut qu'on rentre dans l'éducation citoyenne. Il faut qu'on arrive à sensibiliser nos jeunes, tous les citoyens, c'est l'éducation citoyenne. Sinon, on ne s'en sortira pas. On va refaire les mêmes erreurs. Vous dénoncez le fils, mais il faut dénoncer les oubliettes. Il faut dénoncer les mosquées des prêches des vendredis. Il faut dénoncer... Enfin, ce que je veux dire, le fils a bon dos. Je suis anti-fils depuis toujours. Mais le fils n'a été produit que par des pratiques à caractère traditionnel, à caractère... l'État, par les violences de l'État, par le délit de l'État, etc. Voilà, tout ce que je voulais dire. Donc, c'est par rapport à la question islamiste. Je suis victime du terrorisme. Je suis de Gigel. La moitié de ma famille a été exterminée. Il n'y avait pas le Mossad derrière, ou la CIA, ou la DGS, ou qui que ce soit. C'était les voisins qui étaient endoctrinés à la mosquée du coin, Père Madeleine Mzalak. Donc, ouais. Donc, après, on les a vus se repentir, entre guillemets. Hein. Repentir, ce ne sont pas des repentis. C'est un recul tactique. Là, ils sont en train de se redéployer sur le terrain avec un autre discours. On les voit par exemple en République et même en Algérie. En Algérie, peut-être que c'est un peu violent parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser bien comme il faut les foules, mais leurs meneurs utilisent un certain discours qui ne ressemble plus ou qui ne ressemble pas à celui des années 90. Ils parlent sans faire allusion à la Doula Islamia. Il parle de démocratie, il se la joue laïque, alors qu'on les connaît. Au fond, moi je connais mes voisins qui se sont repentis, toujours entre guillemets. Je les connais très bien. Ils n'ont rien de moderniste, hein. Ils ne changeront jamais. C'est comme une maladie mentale, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Donc, on cède un pouce, on est foutu. On cède un pouce, on est mort. La deuxième des choses,
Moi, comme victime du terrorisme, il n'y a personne qui est venu me demander pardon. Et on ne peut pas construire sans avoir assaini derrière, sans avoir réglé le problème. Bien que je ne pardonnerai jamais. Je ne peux pas pardonner. Mais au moins le geste, même ce geste-là, l'autre jour j'étais parmi ceux qui ont chassé les zitotes de place de la République. J'étais le premier à avoir allumé le feu. J'étais parmi ceux qui ont pourchassé Zidot, le porte-parole du fils Light. Hein, c'est du light, hein. Mais c'est tactique. Donc, Ils veulent se refaire une virginité. oui, hein, avec je sais. Non, je sais. Il faut transmettre à la nouvelle génération, aux jeunes qui ne savent pas, il faut transmettre, il faut faire comprendre. Il faut utiliser des outils pédagogiques les mieux qui soient. Il faudrait qu'on travaille dessus pour alerter, pour informer, pour encadrer, pour mettre sur mettre en garde les jeunes par rapport à ces pseudo-meneurs ou bien par rapport à ces nouveaux pionniers de la démocratie, de la fausse démocratie. C'est des faussaires, c'est des criminels, c'est des charlatans qui se cachent derrière un nouveau discours. Ils ont surfé sur la vague et tout le monde sait qu'ils seront et ils resteront et leur ennemi principal demeurera la femme. C'est leur souffre-douleur, c'est leur femme de ménage, c'est leur procréatrice. Et ça s'arrête là, hein. C'est là, c'est ça. Ils ne voient la chose que de cet angle-là, qu'on le veuille ou pas. Donc pour moi, travaillons sur le meilleur moyen d'informer les jeunes, ou les masses, ou on les appelle comme on veut, par rapport à ce qui en est vraiment, c'est-à-dire qui ils sont, qu'est-ce qu'on veut, et on va où. La meilleure technique actuellement, si on parle de point de vue stratégie ou tactique, c'est de leur dire par exemple que la révolution actuelle, le Hirak, il est pacifique et on ne peut pas, par exemple, on peut pas utiliser d'idéologie dedans. C'est tactique, hein, c'est une proposition de ma part. Genre, voilà. On ne peut pas. Tu n'as pas à jouer sur la fibre religieuse, c'est pas possible. C'est une proposition sur laquelle je suis en train de travailler. Je fais un travail en groupe avec un groupe de militants et de militantes actuellement. Et j'espère qu'on avancera dans ce sens. Et le premier, le jour où, en Algérie, la majorité des hommes ne verront pas les femmes dans la rue comme étant un objet de curiosité, ou un objet de, je ne sais pas, mystique ou mystérieux, ou le jour où elles ne seront pas harcelées dans la rue, le jour où les femmes seront vraiment libres, hein. Ce jour-là, je pourrai dormir tranquille avec le sentiment du devoir accompli. Mais jusque-là, une bonne erreur, avec tout ça. Concrétiser, il aborde le business qu'il y où il est le produit de la société. Écoute, moi je suis de la profondeur de la société algérienne. Je me rappelle, il y a 3 ans, à Saint-Denis, je me suis trouvée dans un débat comme ça avec des copines et des copains. Et il y avait un qui est rentré, je ne dis pas son nom, vous allez le deviner pour ceux qui le connaissent. Shift à les terroristes. كبير حاجة كبيرة. وهو رافق كان. Il dit, dans le débat, il dit les islamistes خرجوا من عند الناس اللي فقراء وما عندهمش ثقافة وحنا في الدشرة تاعنا في المدينة تاعنا مثقفين وعندنا هوية ما عندناش لي تيروريست ما عندناش هكذا وكذا. شوف le fils n'a pas à être assimilé à la religion. C'est pas l'islamisme n'est pas une religion. L'islamisme est une idéologie fasciste, sanguinaire, financée, créée par les États-Unis, par l'impérialisme. C'est les meilleurs alliés de l'impérialisme. هما اللي كسروا بلدانهم، هما اللي كسروا في بلدانهم. وين كانوا les islamistes؟
كسروا بلدهم وريبوهم وركعوهم للملكه ويقولوا لنا احنا ولاد الغرب. انا ضحك معايا واحد قلت له انت صديق الامبرياليه، انا ضد الامبرياليه. دونك فوالا هذاك السيد هذاك قال لك حنا، قلت له tu es venu chez moi. Nous sommes une famille très modeste, très nombreuse. Dans ma famille, il y a des artistes. Dans ta famille, il y a un grand terroriste, internationalement connu. Je ne le sais pas. Il y en a qui l'ont déjà reconnu. Donc voilà, c'est pas de. Vous me dites, c'est le fait religieux. Tout le monde, moi je respecte la religion. Parce que ma mère ne m'a rien fait quand elle fait sa prière. J'ai aucun problème avec la religion. Une fois, j'ai fait un débat avec un islamiste pur et dur. خويا كي حبط الجينيريك le plus jeune de mes frères qui est très pratiquant. حبط الجينيريك مازال يحبط، عيط لي قال لي جو سوي فيير. كنت خايف، قلت له واش كنت خايف؟ قال لي خفت تدخلي على الدين. ما ندخلش على الدين باسكو 40 مليون جزائري ils se réclament de la religion. Les 40 millions ne m'ont pas fait de mal. Moi je me rappelle que ma grand-mère تكون تقصر معنا بعد تجي وقت الصلاه دير حاجه على راسها تروح تصلي. Mon père a respecté la prière jusqu'à sa mort. كي بدا الفيس il a boycotté les mosquées. قال لك انا ما نروحش نصلي مع هذوك. كي بداو الفيس ils ont pris les mosquées. Il a arrêté d'aller à la mosquée. Mon père il est mort à 77 ans. Il a jamais boycotté. نهار زوجت اختي العقد تاعها قال مو الجمعه. À l'époque, c'était pas encore le fils. Qui dit le fils, il boycotte. C'est ça les Algériens, les musulmans. Moi je respecte, il n'y a aucun problème. Et d'abord, même si je ne dis pas si je suis pratiquante ou pas, je n'ai pas de compte à rendre sur mes convictions, mais je suis de culture musulmane. نعيد انا ما ديروش الحلو في العيد. انا ندير المولود ندير même si c'est pas une fête religieuse, mais elle a une référence religieuse. Je fais la fête à mes petits-enfants et je leur raconte. C'est ma culture. Mais assimiler le fils et les islamistes et leur accorder un peu de chaud. Ils ont été vaincus par notre résistance, par les forces de sécurité algériennes, toutes confondues, pour la résistance des Algériens. Mais maintenant, le plus grave, c'est qu'on essaie de leur donner de la visibilité. Certains deviennent violents quand on leur dit n'afoko. J'ai assisté à un débat de soutien à Maître de Bouze. Et ils se sont présentés. Il se trouve que j'étais dans la salle du MDS. C'est un haut lieu de la résistance. Il y avait des images. Il y avait là-bas des images de Myriam Agad assassinée. C'est Lounès Djabla qu'on a assassiné devant ses enfants, qui n'a pas vu grandir sa fille et son fils. خلاهم صغار كانوا مموعينين قتلوهم نهار الانيفرسير تاع بنته قدام ولادو الناس. الزهره جليد اللي ذبحوها وقالوا بنتها روحي في راس بنتك وزيد وزيد وزيد. Moi je continuerai à parler de la décennie que vous dites décennie. Moi je dis elle continue parce que c'est pas fini. Il y a des soldats qui sont morts cette semaine et c'est des enfants d'Algérie ces soldats. أنا نهضر عليهم وطونك جو فيفغي نهضر على علول، نهضر على الزهرة جليد ونهضر على أمل زنون ونهضر على كاتيا ونهضر باش باسكو لا ريسبونسابيليتي تاعنا كاع وتاع النظام اللي il a tout fait pour. أنا j'en veux pas à ces jeunes qui disent لا حنا خاطينا دوك خوا نطيحوا النظام. ما نكونش خاوة مع قاتل parce que il n'a pas tué que des êtres humains. Il a tué mon pays. Il a brûlé le pays. من طرف لطرف ولينا ودان الدم. ما نسمعش ونهضر عليهم باش الناس ما تنساش. وهذوك انا كون جو فوازي توت بلاص جو فو مودي توس والله كي نشوف معاكم زيدوا نزعف عليكم كنتم يديروا جماعه وشيلوا. وانا كنت جو فوا On verra qu'est-ce que vous allez faire avec Chouchen. Non, on a déposé plein de choses. Je suis en train de répondre. Je suis en train d'apporter quelques précisions. Ce n'est pas une réponse. Donc moi, tant que je vivrai, on n'a pas assez parlé aux gens de leurs méfaits. On n'a pas assez parlé de leur massacre. Ce n'est pas des êtres... Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu de justice. Ils n'ont pas été jugés. واش من هذا المصطلح هذه؟ كيف تصالح في بلاصتي انايا؟
أنا اليوم كتبت آمال أنيسة زنون على أختها اليوم ما كتبت. Je ne pardonne pas. Qui vous a dit que j'ai pardonné? Mehdi vient de dire je ne pardonne pas. Moi je ne pardonne pas. Je n'ai pas perdu un frère ou une soeur. J'ai perdu des amis. J'ai assisté à leur enterrement. وإحنا فلان في قبرهم باللي ما ننساوش وما نخليهمش يعكسوا على vos corps. Donc, moi je dis que la responsabilité revient à l'État qui a interdit pratiquement, qui a fait le film de Papi Chamadjash في الجزائر على جال هذا الشيء. Parce qu'il parle du terrorisme. وهما ما كانش terrorisme, ما كانش جاب التفرقة جاب la paix. Donc voilà ce qui se passe. Donc je suis désolée. Moi je leur laisse. C'est vrai كنقول لك بيني وبينك هذه راهي ديريكت ما نشوفولها ما نفخولها. شوفوا راهم يقولوا لي واش علاش حبيتي تنحيهم؟ ما نقدرش وكان تقدر نحيهم. ما عنديش لي مويان. مي جو ne peux pas marcher à leur côté. انا ما رفدتش سلاح لا ضدهم لا ضد بلادي لا ضد الشعب تاع بلادي. مي هما ما نقدرش نمشي معاهم. Ils nous mènent nulle part. C'est des fachos. هذا ما كان. Alors quand je choisis d'être avec des démocrates, je veux pas qu'ils soient avec moi. هاي البلاد كبيرة. Mais qui se mettent au nom avec des démocrates qui sont sincères. C'est pour ça que je vous ai dit, j'exagère, hein, je vous maudis. Je vous maudis pas, je suis fière de vous. Je dis toujours que les Algériens sont en train de faire vibrer le monde au rythme de l'Algérie. Je suis vraiment fière. Mais quand واحد كيما هذاك يجي يبوسوا notre rassemblement. À Alger, quand on les reconnaît, on les chasse. وماشي غير حنا حتى الشعب. Voilà, c'est ça. Bravo. Bravo pour l'intervention de Richard. Je pense que notre débat il se clôture là. Une minute. On va continuer le débat autour d'un verre. Alors merci à vous toutes. Merci à vous toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Sania, merci au Fonds des femmes en Méditerranée de nous avoir reçus dans ces locaux. Merci beaucoup Sania. On vous donne rendez-vous pour un autre débat dans le cadre de notre réseau. On vous invite aussi à aller regarder la page Facebook du réseau algérien contre la répression et pour la libération des détenus. Merci beaucoup et je vous invite à prendre le verre de l'amitié ou de الجزائر حرة ديمقراطية ويتنحوا كاع. جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية، جزائر